Donc aujourd'hui, je vais parler de politique environnementale et en gros, un peu cette idée qu'on est un peu dans une période de pessimisme en ce moment. On se dit vraiment dans quel monde on est, on ne va jamais sortir de cette nasse du Covid, le réchauffement climatique nous condamne à la décroissance, les inégalités augmentent inexorablement, il n'y a rien qu'on puisse faire. On essaie un peu dans ce cours de dire non, finalement, il y a de l'espoir, quoi. Et l'innovation vous donne l'espoir. Alors, l'innovation ne va pas être spontanément ce que vous voulez, c'est à vous de conduire ce cheval fougueux qu'est l'innovation et de le faire aller là où vous voulez. Et c'est de la même manière que l'innovation, c'est ça qui va nous aider. C'est par l'innovation qu'on va trouver les traitements et les vaccins pour soigner le Covid et pour prévenir le Covid. Comme on l'a mentionné la dernière fois, l'innovation a des vertus en matière de mobilité sociale et notamment en créant, à travers la destruction créatrice, et parce que les firmes innovantes créent des bons emplois, comme on a vu la dernière fois. Donc, dans une économie d'innovation, il y a de l'espoir également de relancer l'ascenseur social. Et ça, c'était le cours que j'ai présenté la dernière fois. Et là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'idée de la décroissance, c'est-à-dire de dire, voilà, finalement, eh bien, quand on a le réchauffement climatique, eh bien, on est condamné à la décroissance. Alors là, il y a un peu toute une histoire de la décroissance. Alors évidemment, il y a les manières, il y a des discours un petit peu idéologiques sur la décroissance, mais souvent, il y a des parts qui sont justes, qui sont justifiées. Et donc, si vous voulez, ça vient de très loin, la décroissance. Dans les années 70, l'épuisement des ressources naturelles était devenu une préoccupation majeure des observateurs économiques. Et il y avait le fameux rapport Meadows, commandé à des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology par le Club de Rome, et qui concluait à la nécessité de refermer la période de croissance ouverte en 1820 avec la révolution industrielle et de se résoudre à la croissance zéro. Et je cite le rapport, « Étant donné le stock limité et décroissant de ressources non renouvelables et l'espace limité de notre globe, il faut accepter le principe selon lequel l'augmentation du nombre d'individus impliquera à terme un niveau de vie moins élevé et une problématique plus complexe. » D'accord ? Donc ça, c'était les années 70. Mais donc, c'est bien avant la prise de conscience de la gravité et des conséquences du réchauffement climatique. Les années 90 arrive la prise de conscience vraiment du réchauffement climatique, 80-90. Et là, alors, c'est l'idée que voilà, l'activité, même si on n'épuise pas les ressources naturelles, à partir du moment où on utilise de l'énergie fossile, on émet du gaz à effet de serre et donc on crée du réchauffement aux mauvaises conséquences. Et notamment, par exemple, il y a un ouvrage que je vous conseille, qui est un très bon ouvrage de Christian Gaulier. Alors, je vais enlever ma veste parce que j'ai un peu chaud. Voilà. Alors, Christian Gaulier, qui est économiste, professeur d'économie à la Toulouse School of Economics. Christian Gaulier. Et Christian Gaulier, dans un ouvrage intitulé le climat après la fin du mois, qui est donc sorti il y a un an, Christian Gaulier explique très clairement que jusqu'au début du XIXe siècle, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est demeurée stable et inférieure à 280 particules par million, donc de 280 ppm. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'évidemment, on émettait du dioxyde de carbone, mais le dioxyde de carbone, vous savez qu'en partie, il est absorbé par les océans, et il y a le phénomène de photosynthèse des plantes. Donc ça permet, en fait, d'absorber le CO2 et de... Voilà. Mais seulement, il y a eu le décollage industriel, le fameux décollage dont j'ai parlé au premier cours, le deuxième cours. Hein, on a eu, donc le bon côté du décollage, c'est que ça fait décoller la croissance. Mais le mauvais côté du décollage, c'est qu'il il y a eu exploitation massive du charbon et ça a déstabilisé cet équilibre. On est passé de 280 ppm avant 1820 et on est arrivé jusqu'à... Ça, c'est jusqu'à 1820, hein. Et on arrive en 2018 à 410 ppm, d'accord? En 2018, d'accord? Et cette augmentation rapide de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a créé un effet de serre, d'accord? Et l'effet de serre a à son tour provoqué un important réchauffement climatique.
Les conséquences du réchauffement climatique sont multiples. Épisodes de sécheresse, incendies, inondations de plus en plus forts et fréquentes. Il n'y a pas besoin que je vous le dise, il n'y a qu'à allumer les nouvelles. Et puis une chute dramatique de la biodiversité. Et puis il y a l'impact du réchauffement sur l'activité humaine, une mortalité accrue lors des épisodes caniculaires, ou encore l'impact notable des vagues de chaleur sur la productivité du travail. Donc voilà, donc c'est là que, donc vous voyez, tout ça, ça dit, ben voilà, finalement, eh bien, on n'a pas le choix que d'avoir la décroissance. Alors je passe à mon premier voilà, je passe à mon introduction. Alors je regarde. Aujourd'hui, je les ai toutes, hein, c'est formidable. Aujourd'hui, j'ai toutes les diaporamas. Alors, diaporama, voilà, et je vais à partir du début. Hop, voilà. D'accord? Voilà. Donc sommes-nous vraiment condamnés à la décroissance? Ou bien peut-on quand même, y a-t-il quand même l'espoir? D'accord? Et c'est là que, ben, voilà, l'économiste de l'innovation que je suis dit, moi, il y a de l'espoir. Et voilà. Et donc, si vous voulez, alors évidemment, on peut dire, voilà, le raisonnement des partisans de la décroissance, c'était un monde sans innovation. Alors, je vais quand même poursuivre le raisonnement de voir une économie sans innovation. Supposez que vous ayez une économie où simplement vous produisez des biens de consommation avec, ça c'est la productivité, avec du capital et du travail, d'accord, par exemple, d'accord, et c'est le stock de capital. Et c'est l'augmentation du stock de capital qui vous fait croître. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez de la production. Avec la production, eh bien, une partie de la production, eh bien, vous investissez, une partie vous la mangez et une partie vous l'utilisez pour l'investissement, ce qui augmente votre stock de capital et ce qui vous donne de la croissance. Ça, c'est le modèle de Solow, c'est le modèle néoclassique, c'est le modèle de croissance qui repose sur l'accumulation de capital, d'accord? Ok, donc si vous êtes dans un monde comme ça, et supposez que ça dépend aussi d'un R qui est l'extraction de ressources naturelles. Alors moi, j'aurais rajouté un R là. Eh bien, je vais vous dire que ce R, il est extrait. C'est la quantité que vous extrayez aujourd'hui d'un stock, d'accord? Eh bien, dans une économie comme celle-là, eh bien, ce que j'affirme, c'est que la croissance n'est pas soutenable. Et je vais vous expliquer en mots pourquoi. Et si vous avez un problème, vous levez la main, et je vous le refais. Donc, supposez que vous ayez une économie comme celle-là, où on produit du bien de consommation avec du capital, il y a du travail, et il y a de l'extraction de ressources naturelles. J'extrais du pétrole ou du charbon, mais seulement le stock, lui, il est... là, c'est le flux, le R. Le stock, il est fini, quoi. Les ressources sont épuisables, d'accord? Alors, je vais vous montrer que dans cette économie, eh bien, la croissance, elle est forcément... Elle ne peut pas durer tout le temps, et je vais raisonner par l'absurde. Supposez que cette économie puisse croître toujours, d'accord? Si cette économie peut croître toujours, ça veut dire que mon Y ne va pas tendre vers zéro, puisque je fais croître l'économie. Il va plutôt augmenter que diminuer, donc il ne va certainement pas croître, il ne va pas tendre vers zéro. Ce qui veut dire que R ne va pas tendre vers zéro. R va rester toujours, c'est-à-dire qu'à chaque période, je vais devoir extraire beaucoup de ressources. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'au bout d'un temps fini, il n'y en aura plus des ressources. Vous comprenez? Et donc, au bout d'un temps fini, le R va tomber à zéro. Mais comme le R tombe à zéro, le Y va tomber à zéro. Et donc, ça montre que mon hypothèse par l'absurde ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait un raisonnement par l'absurde. J'ai dit, supposons que Y peut augmenter indéfiniment. Et j'arrive au fait qu'au bout d'un temps fini, Y tombe à zéro. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de croissance. En gros, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Le seul moyen d'avoir de la croissance dans cette économie, c'est de faire croître le capital. Le seul moyen de faire croître le capital, c'est de faire croître le Y. Mais pour faire croître le Y, j'ai besoin de consommer beaucoup de R. Mais ça va évidemment épuiser mes ressources naturelles. Qui ne comprend pas? Et il n'y a aucune honte. Qui comprend? Wouh! C'est vrai, vous êtes formidables. Oh, génial. Ah là là, j'ai la meilleure classe possible. C'est génial. Vous êtes formidables. Voilà. D'accord? Donc voilà, donc du coup, je peux aller vite là. Waouh! Vous cartonnez là, vous cartonnez. Alors, une telle économie condamnée à stagner, preuve par l'absurde, supposons que l'économie continue à croître indéfiniment à un taux supérieur à quelque chose, à 1%, à 2%. Ça signifie que la production de biens de consommation ne tend pas vers zéro au cours du temps. Pour cela, il faut maintenir l'extraction au-dessus d'un certain niveau en permanence. Par conséquent, le stock de ressources va s'épuiser au bout d'un certain temps. Mais une fois qu'il s'est épuisé,
bang, la production de biens final, il y a eu un double N là, ça ne va pas, tombe à zéro, ce qui contredit notre hypothèse d'une production finale qui croît indéfiniment. Et c'est comme ça que vous démontrez. Et ça, c'était profondément le raisonnement de ceux qui croient dans la décroissance. Donc vous voyez, c'est intelligent. Vous voyez, il y a un vrai raisonnement. Et Greenpeace, c'est ça. C'est le raisonnement Greenpeace, si vous voulez, quelque part. Ils ne sont pas idiots. Seulement, ils oublient un truc, c'est l'innovation. Parce que l'innovation, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire, l'innovation? Eh bien, elle va vous permettre d'avoir de moins en moins de R à utiliser au cours du temps pour maintenir une croissance. Elle va vous trouver des nouvelles sources d'énergie. Et donc, elle permet de soutenir la croissance, parce que vous aurez, au cours du temps, de moins en moins besoin de R. Et peut-être vous n'aurez plus du tout besoin de cette source-là, vous pourrez en trouver une autre. Et donc, vous êtes dans un autre monde, où on peut imaginer une croissance durable. D'accord ? La question, c'est est-ce que l'innovation va vraiment faire ce que vous voulez? Vous voulez une innovation qui économise de mieux en mieux les ressources naturelles. Vous voulez une innovation qui soit de plus en plus verte. Est-ce que, spontanément, les entreprises vont faire ça? La réponse est non. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Livrées à elles-mêmes, les entreprises ne vont pas faire ce que vous voulez faire. D'accord? Voilà. Alors, je continue. Donc, seule l'innovation permet de reculer les frontières du possible. Seule l'innovation rend possible une croissance durable de notre qualité de vie en utilisant de moins en moins de ressources naturelles et en émettant de moins en moins de CO2. Et la destruction créatrice permet non seulement de remplacer une technologie par une autre, mais de changer notre mode de production, de changer notre mix énergétique vers des technologies plus vertes. La question, c'est est-ce que les entreprises choisissent spontanément l'innovation verte? Et là, voilà le plan du cours. Donc, je viens de terminer l'introduction et je vais maintenant parler de l'effet de dépendance au sentier. Je vais vous montrer que spontanément, les entreprises n'innovent pas dans le vert. D'accord? Donc là, j'ai terminé les premières slides. Alors là, je n'ai pas d'eau. Aïe, aïe, aïe. On me fait mourir de soif aujourd'hui. Ouais. Mais c'est mieux que je préfère ne pas avoir d'eau et avoir des transparents, hein, je dois vous dire. Si j'ai le choix, vous voyez comme je suis dévoué à ma classe. Je préfère mourir de soif, mais pouvoir vous enseigner quand même, à peu près correctement. Et oui, je ne peux pas boire l'eau, le liquide qui est là. C'est un peu dangereux, je pense. Ah là là. Bon. Alors, l'effet de dépendance au sentier. Alors, est-ce que les entreprises choisissent toujours l'innovation verte par elles-mêmes? Eh bien, pour se regarder ça, nous, avec des collègues français et britanniques, en fait, on a regardé le marché de l'automobile. Et ce qui est intéressant dans le marché de l'automobile, c'est qu'on peut distinguer, eh bien, pour les automobiles, les brevets qui sont des brevets propres et des brevets qui sont des brevets polluants. En fait, on peut distinguer les innovations vertes qui favorisent le développement des véhicules électriques et les innovations polluantes qui favorisent le développement des moteurs à combustion. D'accord? Et donc, on a une classification. Voilà. Et en fait, c'est la classification qui vient de ce qu'on appelle classification internationale des brevets. Je l'ai là, vous voyez. Voilà, on classifie les brevets et on se concentre. Vous voyez, là, on a tous les brevets qui se rapportent à des moteurs électriques. Ça, c'est moteurs à combustion. Ça, c'est des hybrides. Et on peut les classer. On peut dire, voilà, ça, c'est plutôt propre. Ça, c'est plutôt polluant. On peut décider que le hybride, je le mets avec le polluant et je garde que ça dans le propre. C'est très robuste, l'analyse que je vais faire. Et voilà, donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser cette classification de brevets entre des brevets qui sont plutôt polluants et des brevets qui sont plutôt verts. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et alors, à ce moment-là, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde, spontanément, les entreprises vont aller dans le vert, d'accord? Vont innover dans les technologies vertes, d'accord? Et donc, voilà. Et donc, je regarde, en fait, tous les brevets déposés dans 80 pays du monde depuis 1965. Je peux identifier les brevets de voitures électriques. Oh là là, un énorme merci. Là, je commence à me déshydrater. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ah, c'est merveilleux. Et donc, je peux les classifier en termes que brevets propres et brevets sales, d'accord? Et donc, je le fais comme ça. Alors, je me limite aux brevets triadiques, c'est-à-dire des brevets importants. En général, les brevets qui sont importants, ils sont
ils sont consignés à la fois à l'Office européen des brevets, l'Office américain des brevets et l'Office japonais des brevets. Donc en tout cas, on sait que les brevets qui sont là, qui sont ce qu'on appelle triadiques, c'est des brevets, disons, importants, c'est des innovations assez importantes. Et on peut dire, ben voilà, dans la période 78-2005, voilà le nombre de brevets dans les moteurs à combustion, voilà le nombre de brevets hybrides ou électriques, vous voyez. Et puis voilà, et on peut voir aussi si les dépositaires de brevets sont des individus, des personnes physiques ou des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises. Donc on a des données là-dessus. Et voilà un petit peu comment ça évolue au cours du temps. Voilà les brevets propres dans l'automobile et les brevets sales. Alors vous voyez, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de sales que de propres, mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, là, vous voyez, ça tend à baisser, tandis que là, ça tend peut-être à monter un petit peu. Enfin, depuis, ça monte un peu. Donc il y a un peu un rattrapage, si je pouvais continuer cette courbe, un certain rattrapage des brevets sales par les brevets propres. C'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord ? Et voilà. Et alors à ce moment-là, évidemment, je me pose la question, est-ce que les gens, ceux qui ont innové dans les technologies polluantes dans le passé, est-ce qu'ils vont décider tout d'un coup de changer de fusil d'épaule et de se mettre à innover dans les technologies vertes, les moteurs électriques maintenant? Et alors, on pourrait imaginer qu'il y ait une raison pour laquelle ça se passerait. On pourrait dire que vous pourriez avoir des rendements décroissants. Après, peut-être vous pourriez vous dire, voyez, eh ben, moi, j'ai innové beaucoup dans les moteurs à combustion dans le passé. Eh bien, I run out of steam, quoi. J'ai des rendements décroissants, je le fais de moins en moins bien. Du coup, maintenant, j'ai envie de commencer autre chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Plus on a fait des choses qu'avant, si je suis un bon cuisinier ou un bon danseur, si je suis un bon danseur dans le passé, je vais continuer à innover dans la danse et je ne vais pas du tout décider d'aller à innover dans la cuisine. Vous voyez, vous innovez dans ce dans quoi vous êtes bon. Je vais vous le montrer maintenant. Malheureusement, ça aurait été une bonne nouvelle de dire, finalement, automatiquement, eh bien, les entreprises ont été très polluantes avant, elles ont envie de changer le fusil d'épaule d'elles-mêmes. Eh bien, ce n'est pas le cas. On tend à continuer à faire ce qu'on fait déjà bien. On tend à vouloir perfectionner ce à quoi on est déjà bon. Voyez, donc voilà. Et c'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier. Voyez, c'est un sentier d'innovation. Je suis dépendant à ce que j'ai fait. Je suis dépendant à ce que j'ai fait avant. Et c'est pour ça qu'il faudra l'État pour rediriger le changement technique. Vous voyez, d'elles-mêmes, les entreprises ne le feront pas. Il va falloir l'État qui intervient avec différents instruments pour rediriger le changement technique des entreprises et les obliger à aller vers le vert, vers les technologies vertes. Donc, je vais montrer comment on montre ça dans cet article. Et bien, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On dit, voilà, alors ne vous embêtez pas, je le fais avec Body Language, donc si je mets une équation, hein, je regarde ici le nombre de brevets propres, d'accord ? Mais c'est surtout la propension à innover propre. Aujourd'hui, je suis monsieur I ou madame I à l'instant T. Et ça va dépendre notamment de mes innovations passées. Ça, les cas, c'est mon stock d'innovation dans le passé. Ça, c'est mon stock d'innovation propre. Et ça, c'est for clean, C for clean. Et mon stock d'innovation polluante, D for dirty. D'accord ? Et j'essaie de voir dans quelle mesure je suis influencé par ce que j'ai fait avant. Ça, c'est une autre variable, c'est mes chercheurs. Est-ce qu'ils viennent de pays polluants ou de pays pas polluants? Est-ce qu'ils sont localisés dans des pays polluants ou pas? Et on voit qu'en fait, ça joue un rôle également. Si mes chercheurs travaillent dans des pays très polluants, on pourrait penser qu'ils veulent le contraire, mais ils tendent à être plus tolérants à la pollution. On pourrait imaginer le contraire, d'ailleurs. D'accord? Donc voilà. Et ça, c'est le prix du carbone, fuel price. On va voir que le fuel price va être une variable très, très importante. D'accord? Donc j'essaie déjà de regarder. Et alors évidemment, il y a la question comment je mesure d'abord le stock de brevets. Eh bien, je connais l'histoire en fait des brevets. Je connais la firme, je sais qu'est-ce qu'elle a breveté dans le passé. Donc je connais son stock de brevets. Et donc je peux utiliser l'information que j'ai sur le stock. Je sais tout ce qu'elle a fait avant. Vous voyez? On connaît votre passé. Donc ça, c'est formidable. Je sais le nombre d'innovations propres ou d'innovations sales que vous avez eues dans le passé. D'accord? Alors, il y a une autre variable qui est importante, mais ça, j'y reviendrai après. Mais il y a déjà une chose importante, c'est que je vais tout de suite vous amener là. Voilà, donc ça, c'est l'évolution du prix. Ah oui, donc ça, je vais arriver à ça tout à l'heure. Et voilà ce qu'on trouve. Vous voyez, ça, c'est le stock de clean. Alors, vous voyez, là, j'ai l'innovation, j'ai mon flux d'innovation propre cette année, d'accord? Et le dirty, c'est mon flux d'innovation sale. Et vous voyez que mon flux d'innovation propre, il dépend beaucoup de mon stock d'innovation propre. Vous voyez?
Tandis que mon flux d'innovation sale, il va surtout dépendre de mon stock d'innovation sale. Donc ça, c'est la dépendance au sentier. Et si je devais faire la différence entre le propre moins le sale, il est positivement relié, cette différence, à mon stock de propre et négativement relié à mon stock de sale. Est-ce que tout le monde comprend? Hein, j'essaie de voir à quelle mesure est-ce que je fais plus du sale que du propre ou plus du propre que du sale. Ben, la différence entre les deux, elle est positivement reliée à mon stock de propre et négativement reliée à mon stock de sale. Plus j'ai fait du sale dans le passé, moins je vais faire du propre par rapport au sale aujourd'hui. Plus j'ai fait du propre dans le passé, plus je vais faire du propre par rapport au sale aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est vraiment la path dependence. C'est ça qui fait que si je livre les entreprises à elles-mêmes, une entreprise qui a pollué, et la plupart des entreprises ont fait dans le polluant dans le passé, elles ne vont pas d'elles-mêmes aller vers les technologies propres. D'accord? Il faut l'intervention de l'État. Donc ça, c'est un bon argument d'ailleurs, parce qu'il y a eu des ultralibéraux qui ont dit, eh bien, vous voyez, surtout n'embêtez pas les entreprises, laissez-les tranquilles, faites law and order, hein, ce que dit, je ne cite personne, law and order, et vous ne mêlez de rien du tout. Non, ça ne le fait pas ici, vous voyez? Ça ne le fait pas, d'accord? OK? Alors maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les entreprises d'elles-mêmes ne vont pas aller vers le propre. Il faut l'intervention d'État. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est le fuel price. Qu'est-ce que c'est que le fuel price? C'est le prix du pétrole auquel une firme est exposée. Et on voit que plus il est élevé, plus vous allez innover clean, vous voyez un plus là, et là il y a un moins, moins vous allez innover sale. C'est-à-dire quand vous allez augmenter le prix du carbone, le taxe carbone ou le prix du carbone, eh bien ça va inciter les entreprises à innover moins dans les moteurs à combustion et plus dans les moteurs électriques. Ça redirige l'innovation. Donc la taxe carbone ou le prix du carbone est un outil pour rediriger l'innovation. Ce n'est pas juste que ça fait que les gens polluent moins, ça redirige l'innovation vers l'innovation propre. D'accord? Alors, je ne veux pas vous embêter longtemps. Comment je calcule le prix du pétrole auquel une firme fait face? Eh bien, une entreprise, ça vend dans plusieurs pays. Eh bien, je connais à peu près, vous voyez, je dis par exemple 2 tiers je vends aux États-Unis, 1 tiers en Allemagne. Eh bien, je regarde l'évolution du prix du pétrole, du prix du carbone en Allemagne et aux États-Unis, et je vois, et du coup, je dis pour 2 tiers, mon prix, c'est les États-Unis, pour 1 tiers, c'est le prix allemand. Je construis un indice de prix d'exposition au prix du carbone qui est individualisé au niveau de l'entreprise, puisque je connais pour chaque entreprise les parts de marché. Donc, vous voyez, c'est la moyenne pondérée des prix dans les différents pays, pondérée par les parts de marché que vous avez. Donc, par exemple, Jacqueline, si tu vends 2 tiers aux États-Unis et 1 tiers en Allemagne, tu prendras le prix allemand du carbone multiplié par 1 tiers, plus le prix américain multiplié par 2 tiers. Et ça te fera ton prix individualisé du carbone. Tu vois? D'accord? Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, en fait, eh bien, on peut diriger le changement technique à travers le prix du carbone. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, le spillover, ça compte. Si, par exemple, mes chercheurs travaillent dans des pays moins polluants, plus vertueux, ça a aussi un bon impact. Je tendrai à faire davantage d'innovation propre. S'ils travaillent plutôt dans des pays polluants, ça tend à avoir un mauvais effet. Je vais plutôt innover dans l'innovation sale, en tout cas moins dans le propre. Voilà. Donc ça, on le voit là, vous voyez. Donc le clean, j'en ferai plus si, vous voyez, donc là j'étais là, si mes chercheurs sont dans des pays plus vertueux, je vais plus faire de moteurs électriques. Si par contre ils sont dans des pays où c'est moins vertueux, je tendrai à faire plus de moteurs à combustion. Voilà, alors donc à partir de là, ce que je peux faire, c'est que à partir de là, je peux faire l'exercice suivant. Avec ce tableau que j'ai dérivé là, je peux utiliser ce tableau pour faire un exercice et pour me demander, eh bien voilà, moi ce que je vais faire, c'est que eh bien je vais regarder, je vais dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un exercice et que je vais dire, eh bien, je vais simuler l'effet de différentes politiques d'augmentation du prix de l'essence et l'effet que ça a sur l'évolution des stocks de brevets verts et polluants. Alors, je regarde là, et en fait, alors je vais passer à ça, et vous voyez, là, c'est intéressant. Voilà, je vous avais montré tout à l'heure la courbe pour l'évolution de l'innovation, l'évolution de l'innovation propre et de l'innovation sale. Ça, c'est si rien ne se fait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si, en 2005, je mets une hausse de 10% du prix? Vous voyez, ça va rapprocher un peu les courbes.
une hausse de 20%, ça les rapproche, une hausse de 40%, vous voyez qu'à ce moment-là, si j'avais mis une hausse de 40% en 2005, eh bien, le stock de clean rattrape le stock de dirty. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin d'intervenir, parce qu'à ce moment-là, je renverse la dépendance au sentier. Vous comprenez? Si je fais en sorte que vous rattrapiez, si par exemple Jean-Pierre est un bon cuisinier, un bon danseur, mais plutôt un plus meilleur cuisinier que danseur, d'accord? Et tout d'un coup, je bloque son amélioration en cuisine et je l'oblige à innover uniquement dans la danse. À un moment donné, il va être meilleur danseur que cuisinier. À partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin d'intervenir parce que la dépendance au sentier, elle va jouer pour moi. Il va aller immédiatement vers l'autre truc. Vous comprenez? Ça, c'est la complémentarité État-entreprise. C'est très important de comprendre ça. Il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours micromanager les entreprises. Non, il faut leur donner un certain nombre d'incitations, mais ensuite, elles prennent le relais. C'est vraiment important de comprendre cette complémentarité-là entre entreprises. Alors évidemment, 40%, vous allez me dire, c'est énorme, et ça fait porter un coût exorbitant aux générations présentes. Avec beaucoup moins que ça, on a eu les gilets jaunes, hein, d'accord? N'oublions pas, d'accord? On sait que la mise en place d'une fiscalité écologique punitive est un terrain hautement inflammable, hein, comme on l'a vu en France il y a 2 ans, d'accord? Mais la bonne nouvelle, là, c'est que la fiscalité n'est pas le seul instrument. Il y a la fiscalité, mais il y a également les subventions à l'innovation verte et ce que j'appelle la politique industrielle, mes fameuses DARPA. Vous savez, je reviens toujours avec mes idées fixes. Je veux faire une DARPA énergie pour pousser l'investissement dans des énergies nouvelles. Et on va voir aussi qu'il y a la société civile qui va jouer un rôle. Donc, je vais parler un petit peu de ça, hein, des différents instruments. Et je parlerai de la société civile, d'accord? Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé surtout de la complémentarité entre l'État et le marché, l'État et les entreprises, mais il y a un troisième acteur qui avait été dramatiquement oublié au moment des Gilets jaunes, qui est la société civile. Et elle aussi, elle peut jouer pour vous. Il ne faut pas voir la société civile comme uniquement un empêcheur de tourner en rond. En fait, c'est comme les entreprises. Je veux dire, on peut faire de la société civile son allié. Dans la lutte contre le Covid, on le voit également. On a besoin des trois. C'est les entreprises qui vont découvrir les vaccins et les traitements. On a besoin de l'État pour assurer, c'est ce qu'elle a fait, le soutien aux ménages et aux entreprises. Mais la société civile, c'est également très important. Et on voit qu'il y a des pays qui se débrouillent beaucoup mieux parce que la société civile a été mise sous de bonnes incitations. On ne les a pas infantilisés, on les a pas, et ils ont réussi à davantage. Mais ce qui est vrai pour le Covid est vrai également pour l'environnement. D'accord ? Alors voilà, conclusion, donc changement technique peut être orienté vers innovation propre. La mauvaise nouvelle, c'est que l'innovation propre ne peut jamais rattraper l'innovation sale sans intervention politique ou publique. La bonne nouvelle, c'est que, on peut utiliser différents instruments pour rediriger le changement technique vers des innovations propres. D'accord ? Vous êtes encore en vie, là ? Alors, il se peut que j'aille beaucoup plus vite que ce que je pensais, et du coup, on aura fini avant. Mais ce que je veux dire, ce que j'ai raconté. Hein, j'ai l'impression que je vais un peu trop vite, là. Bon, alors on va passer au 3. Je suis un peu inquiet, je vais trop vite, là. En fait, c'est bien quand j'oublie mes transparents, j'ai beau à écrire beaucoup au tableau. Voilà, c'est ça que je devrais... Alors, on va faire ça maintenant. Alors, voilà. Et alors maintenant, on passe là. Animation, diaporama. Voilà. Alors, je suis la partie 3 maintenant. En quoi la prise en compte de l'innovation change-t-elle les termes du débat? Alors, j'en arrive là. Alors là, je vais vous raconter un petit peu Nordhaus versus Stern. Donc, Nordhaus, c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel en 2018 pour ses recherches sur l'environnement et la croissance. Et Nicolas Stern est un collègue de la London School of Economics, qui a été mon boss à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et qui a surtout produit le rapport Stern. Donc, je vais vous parler un petit peu d'eux, d'accord ? Alors, en fait, Nordhaus est connu pour ce qu'on appelle le modèle DICE. C'est un modèle, en fait, de croissance où vous avez, donc, on produit du Y avec du K, du L, etc. Il y a la productivité, mais la productivité, donc, elle dépend du progrès technique, mais il est exogène dans ce modèle, il n'y a pas d'innovation vraiment modélisée. Mais le A dépend négativement des augmentations de température, de la qualité de l'air. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises
Ces entreprises, elles produisent, il y a du progrès technique, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en produisant, elles génèrent, elles détériorent le climat, et comme elles détériorent le climat, ça fait baisser le A. Et ça va plutôt contre la croissance. Et la question, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire dans une économie comme celle-là? Si on met une trop grosse taxe carbone, on décourage l'accumulation de capital et donc la croissance. Si on ne met pas assez de taxe carbone, il y a trop de pollution qui est également mauvaise pour la productivité. Et donc on voit, voilà un peu voilà la logique du modèle. D'accord? Et donc l'idée, c'est que en fait, la production agrégée de l'économie génère des émissions de CO2 qui, à leur tour, contribuent au réchauffement climatique, qui, à leur tour, font baisser le A. Vous voyez? D'accord? Parce que vous avez, je ne sais pas, des intempéries, vous ne pouvez plus produire, la productivité des individus baisse en canicule, etc. Alors, la seule source d'inefficacité de cette économie provient du fait que chaque producteur individuel ne prend pas en compte les effets de sa production sur les émissions globales de CO2. Donc, il ne va pas prendre ça en compte. C'est-à-dire que si je prenais pleinement en compte le fait que si je pollue plus, je fais baisser le A, à ce moment-là, moi-même, je m'auto-disciplinerais. Mais en fait, vous avez plein d'entreprises qui ont des fonctions comme ça. Et chacune pense qu'elle est négligeable, qu'elle a un effet négligeable sur les émissions globales de CO2. Donc, eux prennent le A comme donnée. Ils ne disent pas « je vais avoir un effet négatif sur le A si je pollue plus ». Donc, on appelle ça des externalités. C'est-à-dire que moi, j'exerce des externalités. Je me rends compte que je fais des externalités sur Emma, sur Raphaël et sur Abhijit, d'accord, mais je ne les prends pas, je ne les internalise pas. D'accord? Et à ce moment-là, c'est une source d'inefficacité. Et l'idée, c'est que quand on a une source d'inefficacité, un instrument suffit, c'est la taxe carbone. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que je vais mettre une grosse taxe carbone de 40%, comme j'avais mis tout à l'heure, tout de suite, ou est-ce que je mets une taxe carbone plus faible? Et là, il y a le gros débat entre Nick Stern et Nordhaus. En gros, Nick Stern, ce qu'il dit, c'est que, eh bien, il faut y aller très fort, très vite, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour éviter une énorme perte de PIB. Voilà. Donc ça, c'est lui l'idée. Allez, on y va, fort. C'est le rapport Stern. Nordhaus, lui, il dit « Ouais, mais c'est embêtant parce que vous ne voulez pas tuer le potentiel de croissance de l'économie. Donc il faut faire un peu maintenant, mais si vous avez plus de croissance, peut-être que ça sera plus cher après, mais vous aurez plus de moyens pour faire face. » Et donc, vous voyez, il vaut mieux générer quand même de la croissance parce que vous aurez les moyens, vous serez plus riche et donc vous aurez davantage de moyens pour faire face aux problèmes auxquels vous aurez à faire face. Vous allez laisser les problèmes un peu se développer, mais vous serez plus riche pour les affronter. Et en gros, c'est ça la vision. Mais cette vision, leur désaccord est très lié à ce que j'appelle le taux d'actualisation. Quelle part je donne aux générations présentes et aux générations futures? Stern donne beaucoup d'importance aux générations présentes. Donc, je veux dire, pas Stern, Nordhaus, donne beaucoup d'importance. Donc, il dit, ce n'est pas juste de leur imposer maintenant 40% d'augmentation de la taxe carbone, parce que vous allez vraiment tuer les générations présentes, et du coup, vous les découragez, et c'est très mauvais, quoi. Stern, lui, il donne beaucoup d'importance aux générations futures. Et il dit, voilà, je donne beaucoup d'importance, je ne veux pas leur gâcher leur monde. Tu vois? Donc, voilà. Et voilà un peu la dispute Stern-Nordhaus, c'était beaucoup une dispute sur le taux d'actualisation. Quel est le bon taux pour actualiser? Un homme de demain, ça équivaut à combien de personnes d'aujourd'hui? Vous voyez? Donc, voilà. Et c'était là qu'était un peu le débat. Et Stern, il est pour aller tout de suite parce qu'il donne beaucoup d'importance aux générations futures. Nordhaus donne beaucoup d'importance aux générations présentes et il dit que ce n'est pas juste de leur imposer 40% d'augmentation des taxes. Et en gros, le débat était là, quoi. Jusqu'à ce que nous, on commence à travailler dans ce domaine. C'était le débat avant qu'il y ait l'innovation. Et nous, on a dit, on va introduire l'innovation là-dedans. Vous voyez, là-dedans, dans ce modèle-là, il n'y a aucune innovation. Vous produisez, vous accumulez du capital, mais la production génère des émissions de CO2 qui vont avoir un effet sur le A. Mais il n'y a pas d'innovation, vous voyez. Donc là, j'ai dit, non, on va introduire l'innovation. Alors, supposons maintenant qu'on introduit l'innovation. Alors, je vais vous raconter l'histoire qu'on se dit. On dit, voilà, supposons qu'on a une économie et elle produit à la fois des véhicules électriques et des véhicules thermiques. D'accord? Les véhicules électriques dont la production n'est pas polluante et des véhicules thermiques dont la production qui génèrent de la pollution. D'accord? Donc, supposons que les entreprises peuvent diriger leur innovation soit pour améliorer la production des véhicules électriques, soit pour améliorer la production des véhicules thermiques et polluants. D'accord? Je peux orienter vers l'un ou vers l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer
Et évidemment, seule la production des biens polluants, des voitures polluantes, augmente la concentration en CO2 et contribue au réchauffement climatique. Donc je produis deux biens, des voitures électriques, des voitures à combustion. Je peux innover pour améliorer la production de voitures électriques ou pour améliorer la production de voitures moteurs à combustion. Il n'y a qu'évidemment les voitures à combustion qui augmentent la concentration en CO2. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer dans un monde comme ça? Alors vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. C'est que, d'accord, donc ce que je dis, donc les entreprises peuvent innover soit dans la production de biens polluants, soit dans la production de biens non polluants. L'orientation du progrès technique vers la production de biens polluants ou vers la production de biens verts est donc endogène, c'est-à-dire elle est décidée par les entreprises, elle dépend de leurs décisions. D'accord? Et alors, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Dans un monde comme celui-là, il n'y a plus une externalité, il y en a deux. J'ai d'abord l'externalité de pollution. Si je pollue, je ne prends pas en compte l'externalité que j'ai sur mes amis. Ça, comme dans le modèle d'avant. Mais j'ai en plus l'externalité technologique qui est la dépendance au sentier. Je ne prends pas en compte, moi, entreprise, que si j'innove dans le polluant aujourd'hui, je vais être encore plus tenté d'innover dans le polluant demain. Et les autres aussi, parce que je crée un environnement où c'est plutôt l'innovation polluante qui est bonne. Ça, je ne prends pas en compte non plus. Donc je n'ai plus une externalité, j'en ai deux. Dans un monde où on a deux externalités, il faut deux instruments. Il faut la taxe carbone et autre chose. Et l'autre chose, c'est la politique industrielle, c'est la subvention à l'innovation verte. Vous voyez? Il vous faut les deux jambes, pas que la taxe carbone. D'accord? Donc l'externalité environnementale, c'est les émissions de CO2 induites par la production de biens polluants. L'externalité technologique, c'est la dépendance au sentier que nous avons mis en évidence précédemment. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que dès que vous avez ça, vous êtes dans un autre monde. L'innovation, à nouveau, change les données du problème. Vous raisonnez autrement que Nordhaus Stern le faisait avant. Et je vais vous montrer en quoi cette chose, on raisonne totalement différemment. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. D'abord, il y a la première implication, c'est que même avec les taux d'actualisation de Nordhaus, qui donnent beaucoup de poids aux générations présentes et moins aux générations futures, on peut vouloir agir tout de suite. Et ça, c'est la première implication. La deuxième, c'est que l'intervention de l'État complète les décisions des entreprises. La troisième, c'est qu'il faut deux instruments et pas un instrument. Alors, je vais regarder ça un par un. La première idée, c'est qu'une intervention, je veux, même avec les taux de Nordhaus, maintenant, Stern, il était très content qu'on avait fait ça parce qu'il a pu retourner vers Nordhaus et lui dire, mon coco, même avec tes taux d'actualisation, il faut faire ce que moi je dis qu'il faut faire, agir maintenant. Pourquoi? Parce que si on n'agit pas maintenant, non seulement on pollue, mais l'innovation va continuer d'être dans les moteurs polluants. Et donc, il va falloir être beaucoup plus dur demain pour inciter les firmes à innover dans le vert. Il faudra arriver avec des taxes carbone beaucoup plus grosses. C'est le syndrome du dentiste. C'est-à-dire que si j'ai une carie et que j'attends, la carie, elle va s'approfondir. Et donc, je vais avoir voilà, ça va être plus embêtant demain. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, non seulement je pollue, mais la distance entre le stock de brevets polluants et le stock de brevets pas polluants va augmenter. Et donc, il va falloir une politique encore beaucoup plus forte demain pour réduire l'écart. Ça, c'est ce que Stern maintenant peut répondre grâce à nous, à Nordhaus. Même avec tes taux d'escompte, il faut agir maintenant, parce que si on n'agit pas maintenant, le gap entre les technologies polluantes et non polluantes va augmenter. Et donc, pour inciter les entreprises, malgré ça, à innover dans les technologies vertes, il va falloir être beaucoup plus dur en matière de taxes carbone. D'accord? Et ça va baisser la croissance beaucoup plus demain. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle la parabole du dentiste. D'accord? OK? Voilà. D'accord? Le gap entre le clean va augmenter, d'où le coût de l'intervention, c'est-à-dire qu'il sera, en fait, évidemment, si Jean-Pierre est bon en cuisine et en danse, mais moins bon en danse, c'est que je l'oblige à ne plus faire de cuisine, mais à faire plus de danse, la croissance va baisser pendant ce temps-là, parce qu'il ne fera pas le truc auquel il est le meilleur. Mais si j'attends pour faire ça, pendant plus longtemps, je vais devoir l'obliger à faire là où il n'est pas le meilleur. Et donc, pendant plus longtemps, je vais avoir une période de croissance inhibée. Tu comprends? C'est ça, le raisonnement. D'accord? Et là, on montre, en fait, c'est très intéressant, que ce soit le taux d'actualisation de Stern de 1% ou le taux d'actualisation de Nordhaus à 1,5,
eh bien, retarder 10 ans ou retarder 20 ans, ça fait perdre en moyenne de la consommation. Parce qu'en fait, je vais baisser la croissance pendant plus longtemps. Et si je mets ça en équivalent année moyen de baisse de consommation, en fait, je perds, quoi, en fait. Vous voyez? Vous comprenez? Mais vous êtes formidable, vous êtes une classe de DAS. Vous comprenez tout, j'ai plus besoin, moi, de... Hein? Voilà, donc ça, c'est l'argument. Vous voyez? Donc au début, évidemment, comme vous avez retardé... là, c'est quand vous ne retardez pas, et là, c'est quand vous retardez. Évidemment, au début, la consommation sera plus élevée, puisque je n'ai pas obligé Jean-Pierre à passer du truc où il est le meilleur à un truc où il n'est pas le meilleur. Mais très vite, vous voyez que la consommation va être inhibée plus tard si je retarde. Vous voyez? D'accord? OK? Donc ça, c'est la première implication. Donc ça, c'est très intéressant, parce que Stern peut retourner vers... merci beaucoup, hein. Là, je suis comblé. Stern peut retourner vers Nordas et dit ton truc, ça ne marche pas, quoi. Alors, il y a une deuxième implication. Et la deuxième implication, c'est que, eh bien, les entreprises, un jour, prennent le relais. Vous voyez, à un moment donné, vous avez vu que quand je mettais une taxe ou quand je faisais des trucs, le stock d'innovation propre rattrapait le stock d'innovation sale. À partir de ce moment-là, si je lâche tout, spontanément, les entreprises, elles vont innover dans le propre. Si par exemple Jean-Pierre, il était moins bon en danse qu'en cuisine, mais je l'oblige à améliorer en danse, et à un moment donné, il devient meilleur en danse qu'en cuisine, à ce moment-là, je peux tout arrêter. Il va de lui-même améliorer en danse, d'accord? Donc on voit bien la complémentarité. L'État intervient dans un certain moment, mais c'est comme quand on apprend à quelqu'un à faire de la bicyclette. À ce moment-là, on lâche et il sait faire de la bicyclette, d'accord? Là, c'est le paradigme de la bicyclette. Je passe du dentiste à la bicyclette, d'accord? Vous comprenez? D'accord? Voilà, once government innovation has induced technological lead, firms will spontaneously innovate in clean technologies. OK? Et là, on voit que c'est temporaire. Ça, c'est la input tax, et ça, c'est la subvention, ça, c'est la carbone tax et la subvention à l'innovation verte. Elle n'a pas besoin d'être au-dessus de zéro. Au bout d'un temps fini, elle tombe à zéro et tout marche très bien. Parce que les entreprises sont devenues des adultes. Elles sont elles-mêmes. Les forces du marché vont jouer pour nous. Vous comprenez? Vous voyez? C'est important, cette idée-là. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut mettre toujours des conditionnalités aux entreprises. Mais non, si on leur donne 10 000 conditionnalités, ils ne font plus rien. Simplement, il faut savoir manipuler les incitations avec peu d'instruments, et ensuite, les entreprises réagissent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comment l'État, intelligemment, peut conduire. Vous conduisez, c'est comme si vous avez des adolescents, vous avez des adolescents, à un moment donné, vous ne pouvez pas leur dire tu rentres à midi 4, tu dois, ou surtout quand ils viennent majeurs, alors là, ça dure longtemps, parce que 18 ans, moi, bien, ils ont 35 et tout, ça dure. Tu ne peux pas leur dire, tu ne peux pas les micromanager, tu peux tout pousser pour des trucs en espérant qu'ils vont réagir. Mais on est un peu dans un monde comme ça. Les entreprises, c'est comme des grands adolescents, tu comprends? Tu ne peux pas les traiter comme des bébés, quoi. Voilà. Hein? Mais ça ne veut pas dire que tu dois non plus rester complètement à te dire je ne fais rien du tout. Voilà. Alors maintenant, il y a l'autre idée, la troisième idée, c'est les deux instruments. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait deux inefficacités. Une inefficacité environnementale, chaque entreprise qui pollue ne prend pas en compte l'effet que ça a sur l'économie dans son ensemble. Et puis deux, l'externalité technologique, je ne prends pas en compte quand j'innove ça, le fait que ça va rendre plus attrayant pour moi et pour les autres d'innover ça demain. Donc il faut la subvention ou la politique industrielle. Et donc la politique optimale, c'est à la fois une taxe carbone et une subvention. Et d'ailleurs, comme je fais les deux, je n'ai pas besoin de mettre autant de poids sur la taxe carbone. Parce que justement, un des poteps des Gilets jaunes, c'était que la taxe carbone est très élevée. Mais si je combine la taxe carbone avec d'autres instruments, je n'ai pas besoin de faire une taxe carbone importante. Que vous sachiez quand même qu'en France, vous voyez, c'est très intéressant parce que si je n'avais que la taxe carbone, je pourrais évidemment dissuader d'innover vert. Je mets une super taxe carbone, je l'ai montré tout à l'heure. Donc je pourrais avec un instrument dissuader d'innover vert. Mais je devrais mettre une méga taxe carbone. Mais ça ferait baisser la consommation, ça baisserait tellement la croissance que d'avoir un instrument au lieu de deux, voilà les pertes de consommation que ça nous donne, d'avoir un instrument plutôt que deux. Si je me repose uniquement sur la taxe carbone, plutôt qu'une combinaison de taxe carbone et de subventions à l'innovation verte, eh bien je perds, quoi. Vous voyez, je dois mettre une méga taxe carbone, et ça fait tomber l'économie, quoi. Là, vraiment, vous opérez le malade sans anesthétique, là, vous voyez, donc d'accord. Et là, vous inhibez la croissance et donc la consommation. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce raisonnement-là? M'a dit, tu me suis? Si je fais que la taxe carbone, je dois mettre une méga taxe carbone. Je vais combiner taxe carbone et subvention, la carotte et le bâton. Et du coup, j'ai moins de mettre de bâton, parce que j'ai aussi la carotte qui va aider. Et donc,
Du coup, c'est plus vivable, c'est plus acceptable. D'accord? Pardon? Voilà, absolument. Voilà, donc voilà alors voilà, donc là, la partie investissement, Marc Fontcave, mon collègue, je fais de la publicité pour mon collègue du Collège de France, qui a fait un livre très passionnant qui s'appelle Halte au catastrophisme. Et en fait, il parle beaucoup de la partie investissement. Il faut que vous sachiez quand même que la France ne contribue qu'à hauteur de 1% aux émissions de CO2 globales mondiales, grâce notamment au nucléaire, à l'hydroélectrique. L'empreinte carbone de l'énergie nucléaire, elle est de 12 grammes par kilowatt d'électricité produite. Comme pour l'énergie éolienne, c'est 21 grammes pour l'énergie hydroélectrique, 41 pour les panneaux solaires, 490 pour le pétrole, 800 pour le charbon. Il faut savoir quand même. Hein. Vous voyez, donc la folie allemande de fermer des centrales nucléaires pour aller au charbon. Maintenant, vous savez, j'ai un copain, il a son appartement à Bonn sur le Rhin. C'est merveilleux, on voit des grosses péniches. Donc c'est comme chez nous, comme la Seine, sauf que c'est des grosses péniches au lieu de petites péniches. Et qu'est-ce qu'elles transportent? Du charbon. C'est dramatique, quoi. Dramatique. Leur bilan carbone est désastreux à cause de ça. Catastrophe, quoi. D'accord? Nous, en fait, 92% de notre électricité en 2017 est décarbonée, 73% de notre production électrique est d'origine nucléaire, 12% hydroélectrique, 7% d'énergie renouvelable. Évidemment, il va falloir travailler pour augmenter la part du renouvelable, donc c'est important, et on a d'autres espoirs aussi, peut-être la fusion nucléaire ou d'autres sources, pour augmenter les autres sources d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est important de dire qu'il ne faut pas un instrument, il en faut deux. Un, c'est le prix du carbone. Deux, c'est ce qui est, je l'appelle moi, politique industrielle, DARPA énergie, voilà, mix énergétique, etc. Alors, il y a une dernière implication dont je veux parler, de fait d'avoir de l'innovation c'est le débat Nord-Sud. Alors ça, c'est très important, le débat Nord-Sud. D'abord, il faut comprendre que c'est un bien commun mondial, l'environnement, d'accord? Donc, lorsqu'un pays investit unilatéralement dans les politiques environnementales, ça profite à toute la planète, d'accord? Ça, il faut que vous sachiez, c'est un bien commun mondial, l'environnement, d'accord? Donc, évidemment, quand vous avez un bien commun mondial, chaque pays est tenté de jouer ce qu'on appelle les passagers clandestins. En anglais, on dit free riding. C'est-à-dire chaque pays est tenté de dire, bah, finalement, moi je n'ai qu'un peu d'impact sur les autres pays, et donc pourquoi, à la limite, je dois faire de l'effort? Et chaque pays est tenté de ne rien faire. D'accord? Alors, en fait, le débat est le suivant. C'est de dire, est-ce que moi, si j'attends que tous les pays émergents le fassent, est-ce que, du coup, on n'y arrivera jamais? Et il y a un peu le débat Nord-Sud. Le débat Nord-Sud est le suivant. Si vous parlez avec l'Inde et la Chine, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous êtes bien gentils, vous, les Occidentaux. Vous, quand vous vous êtes développés, quand vous avez fait votre révolution industrielle, vous avez pollué comme des malades. Et vous nous déniez maintenant à nous le droit de faire ce que vous, en moins pire que vous, ce que vous avez fait à l'époque. Au nom de quoi? Nous, on peut. Alors évidemment, on peut leur dire, oui, mais maintenant, on en est là où on en est, et si tout le monde coule, quoi. Donc ça, c'est un argument, évidemment, de dire, effectivement, on s'est très mal conduit, mais maintenant, le monde, il est là où il est, nous n'étions pas là, et donc, voilà, si nous tombons, vous tombez aussi, donc on a intérêt tous à se mettre d'accord. C'est un argument, mais il y a un autre argument qui est également à prendre en compte. C'est qu'en fait, eh bien, typiquement, il y a des externalités non seulement environnementales, mais à nouveau, comme il y a de l'innovation, il y a des externalités technologiques, mais cette fois entre le Nord et le Sud. Alors, l'idée, c'est la suivante. Alors, je dis le Nord et le Sud, la Chine elle-même fait beaucoup d'innovation, hein, donc je ne veux pas, mais j'essaie de le représenter comme ça par souci de simplicité. Supposons que les innovations ont lieu dans le Nord, on sait que la Chine produit beaucoup d'innovations, donc ce n'est pas juste ce que je dis là, mais c'est juste comme ça pour simplifier, et qu'elles sont imitées ou adaptées dans le Sud. Voilà, d'accord? Donc on peut supposer que, eh ben voilà, l'externalité, la supplémentaire, et donc moi je peux dire aux pays du Sud, écoutez, moi, la différence entre vous et nous, c'est quand nous, on a fait le développement industriel, nous n'avions pas le choix, nous n'avions que le charbon. Vous avez la possibilité de tirer parti de nos technologies vertes, nos centrales nucléaires, notre énergie hydroélectrique, notre recherche, et on va vous la rendre disponible. Donc là, on peut imaginer un dialogue Nord-Sud qui est beaucoup plus constructif, c'est-à-dire de dire en gros, eh bien, on va vous la donner, notre technologie. Alors, il y a toute la question, pourquoi on la donnerait? D'accord? Mais mettons qu'on puisse la donner. Donc, on peut dire, effectivement, vous avez raison de dire que nous, on a pollué pour se développer. Pourquoi vous n'auriez pas le même droit? Mais nous, on peut dire, oui, mais
à l'époque, il n'y avait pas les nouvelles technologies qui sont disponibles maintenant et qu'on continue de développer et qu'on est prêt à vous donner. Donc le deal, ça serait de dire on vous donne les technologies, mais vous êtes d'accord pour les prendre et du coup polluer moins, parce que vous avez une excuse pour les polluer moins. Si on vous construit des centrales nucléaires chez vous, ou de l'hydroélectrique, ou plein de trucs, là, vous avez la possibilité de croître sans polluer autant que nous l'avons fait pendant la révolution industrielle. Et vous voyez que l'innovation change complètement les termes du débat. Vous comprenez que ça n'a pas de sens sans innovation, le débat. Le deal, c'est moi j'innove, vous adaptez mes innovations, je vous donne mes technologies, mais en échange, on se donne des objectifs de réduction des émissions de CO2. D'accord ? Et alors, la bonne nouvelle est la suivante. La bonne nouvelle, c'est que dans un monde, en faisant abstraction du commerce international, la bonne nouvelle, c'est que si on est dans un monde où il y a le Nord qui innove et le Sud qui imite, eh bien, on n'a même pas besoin d'un accord global. On peut faire la chose suivante. Le Nord va suffisamment développer des voitures électriques et tout ça, qu'elle va obliger, ça va rendre non profitable aux pays comme la Chine de continuer à faire des trucs à combustion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, si le Nord fait suffisamment de progrès techniques dans l'innovation verte, dans les technologies vertes, à un moment donné, c'est obligé de rentrer là-dedans. On définit les nouveaux standards, quoi. Et donc, même sans accord, les pays du Sud sont obligés d'emboîter le pas. Vous comprenez? Donc, en fait, il suffit qu'il y ait déjà un accord au sein, parmi les pays européens. Alors, c'est sûr que moi, je mets de l'espoir dans la semaine prochaine. Je ne devrais pas dire ça, mais tout le monde, on ne veut rien dire. On est suspendu à mardi ou mercredi prochain. Mais on espère quand même davantage de coopération transatlantique dans ce domaine. Mais si déjà les pays développés, eux, sont très volontaristes là-dessus, et ont une politique de dire on a des technologies vertes, on est prêt à vous les donner, etc. Mais déjà là même sans accord, on peut faire en sorte que ça se diffuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que ça sera dans l'intérêt des entreprises chinoises ou indiennes ou ailleurs d'adopter ces technologies vertes. Ils vont devoir se mettre, si tout le monde de consommer des voitures électriques ici, ils seront obligés d'emboîter le pas et de se mettre aux voitures électriques. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'externalité technologique, elle va jouer pour nous. Pour le moment, elle peut jouer contre, mais à partir du moment où on se met vraiment, nous, à innover dans le vert, l'externalité technologique vers le Sud, elle va jouer en notre faveur. Elle va nous dispenser même d'avoir besoin d'un accord, de dire on vous impose tel objectif en 2030. Automatiquement, ils suivront si nous, entre nous, on a un accord. Donc la bonne nouvelle de ça, c'est qu'un accord entre les pays occidentaux, déjà, vous amène très loin. Tu vois? Parce que les autres vont emboîter le pas. Alors, il y a par contre un mauvais effet. Il y a toujours un traître là-dedans. Et le traître, c'est que quand il y a le commerce international libre, la mondialisation, il y a ce qu'on appelle les effets de paradis polluants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradis polluant? Un paradis polluant, qu'est-ce que c'est? Paradis polluant. Eh bien, c'est la chose suivante. Je pense beaucoup à ce qu'était l'Australie, mais je crois que ça a changé. Parce qu'il y a eu à un moment donné un Premier ministre australien un peu comme ça, quoi. Mais non, je crois que c'est mieux. C'est-à-dire de dire, eh ben voilà, c'est très bien, la Suède, la France, la Suisse, l'Allemagne, peut-être les États-Unis, mardi prochain, se mettent dans un accord pour polluer moins. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à tous les polluants de ce monde, venez chez moi, mes petits cocos, produisez chez moi, et réexporter les biens en France, en Allemagne, etc. Ça s'appelle un paradis de pollution. Vous savez, c'est comme les paradis fiscaux. Et là, alors, il y a un problème. Et là, alors, il y a une arme. C'est la taxe carbone aux frontières. Hop, là, on sort. Vous voyez, dans les cas comme ça, peut-être qu'on ne l'applique pas en équilibre. Peut-être que c'est comme aux échecs, la menace est pire que l'exécution. Mais là, on a un instrument, et il n'y en a pas 36, c'est qu'à ce moment-là, contre des gens comme ça, on fait la taxe aux frontières. Voilà, on dit, là, mon coco, ça ne marchera pas, quoi. Donc il faut le mélange de dire, moi, j'innove propre, je diffuse mes technologies propres, mais s'il y a des gens qui se deviennent des paradis polluants, alors on est capable de mettre en œuvre la taxe carbone aux frontières. Et là, à mon avis, c'est là que l'OMC, vous savez qu'on parle beaucoup de renégocier les règles dans l'OMC. Pour le moment, on n'y est pas encore. Il faut que tout ça soit mis dans les règles de l'OMC. Mais vous voyez comment, quand on introduit l'innovation, on change les termes du débat, complètement. On se demande même maintenant comment on a pu penser à ce débat dans un monde sans innovation. Maintenant, on regarde de l'autre côté et on se dit, mais qu'est-ce que c'était que ces dingues qui raisonnaient sans innovation, quoi. Tu vois? D'accord?
voilà, et là, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en autarkie, eh bien, il faut maintenir plus longtemps la taxe carbone. Il faut maintenir plus, eh bien, les augmentations de température, elles sont plus grandes quand il y a mondialisation des échanges qu'en autarkie, parce que là, vous avez l'effet de paradis de pollution. La température monte plus, quoi. Alors évidemment, si on met des taxes carbone et tout ça, ça va rebaisser la courbe rouge vers la courbe bleue. D'accord? Voilà, donc l'idée c'est que le Nord, les pays du Nord devraient prendre le leadership pour aller vers des productions et de l'innovation propre. Le Nord devrait faciliter la diffusion des technologies propres vers le Sud, mais en même temps, le Nord devrait utiliser la menace de taxes carbone aux frontières pour empêcher le phénomène de paradis polluant. Voilà. Et donc là, on arrive à penser la transition énergétique. D'accord? Donc j'ai plus que 2 parties, et 3 parties, après je voilà, donc on échappe à l'un. Alors, penser la transition énergétique, eh bien, ça, c'est aussi une chose intéressante. J'avais dit qu'il y avait la taxe carbone et puis des investissements. Mais un des investissements, ça peut être des énergies intermédiaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces énergies intermédiaires? Alors, je vais vous en parler maintenant. Comme ça. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment penser la transition énergétique quand il y a des sources d'énergie intermédiaires qui sont moins polluantes que le charbon et le pétrole, mais plus polluantes que les énergies renouvelables et peut-être le nucléaire. D'accord? Par exemple, le gaz ou le gaz de schiste. Alors, je ne viens pas ici vous faire l'apologie du gaz de schiste. Il y a tous les problèmes de fracturation qui ont été de fracturation hydraulique qui ont été mis en œuvre, et moi, je ne prends pas position là-dessus. Simplement, moi, je m'interroge au fait de dire, supposons que vous ayez une énergie intermédiaire, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Pourquoi c'est intéressant, le gaz naturel ou le gaz? Parce que le gaz émet 30% de dioxyde de carbone en moins que le pétrole et 50% de moins que le charbon lors de sa combustion. Et le gaz de schiste est un gaz naturel non conventionnel qui a reconnu un regain d'intérêt comme force d'énergie intermédiaire. Donc voilà, donc je vais un petit peu vous en parler, de dire qu'est-ce qu'on fait quand on a un animal comme ça, quoi. Est-ce qu'il faut rien faire? Est-ce qu'il faut... Voilà. Donc je vais un peu m'intéresser à cette question. Voilà, donc j'ai ici mes... donc ça, c'est basé sur un travail que je fais avec mon ami Daron Adjemoglu, ça se prononce. Il est prof au MIT, David Emous est à Zurich, Lynn Barrage, elle était à Brown et maintenant elle est en Californie. Voilà. Et donc on introduit une source intermédiaire d'énergie. Et est-ce qu'il faudrait subventionner la production et la recherche dans cette source intermédiaire? Alors vous voyez, là, c'est intéressant parce que cette figure montre, vous voyez, cette figure, ce qu'elle montre, c'est que vous voyez un peu dans les différents États le boom du gaz de schiste. Et vraiment, ça se passe vraiment à partir de 2008, quoi. Et vous voyez le boom du gaz de schiste dans les différents États américains. Donc ça, c'est la production mensuelle de gaz de schiste. Vous voyez comment ça augmente dans les différents États. Donc ça vous donne le boom. D'accord? Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que donc on voit qu'il y a une forte accélération de la production de gaz de schiste de 50% entre 2008 et 2018, ce que montre cette figure. Cette figure-là, elle montre, elle, que la contribution du charbon dans la production d'électricité a décliné à un rythme qui s'est accéléré à partir de 2008, tandis que le gaz s'est accéléré, vous voyez? L'utilisation du gaz dans la production d'électricité, eh bien, la part du gaz a augmenté à un rythme accéléré à partir d'ici, tandis que la part du charbon a décru à un rythme accéléré à partir de ce moment-là. Il y a vraiment une substitution, d'accord? OK? Donc, on veut comprendre les effets de court terme et les effets de long terme, d'accord? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et en fait, si vous voulez, en fait, je vais vous dire, donc, en fait, comment ça marche? C'est-à-dire qu'en gros, on peut dire, voilà, il y a l'innovation. En fait, je vais vous faire un truc, mais ce n'est pas c'est de l'extraction. Quelque part, ma production d'énergie, je peux dire, c'est un mine d'un Q et d'un R. Mon R, c'est de l'extraction. Mon Q, c'est la quantité extraite je sais pas, de charbon ou de que je mets dans la centrale nucléaire. Donc mon Q, c'est ma centrale, je veux dire, ma centrale qui produit l'électricité. D'accord? Donc le Q, c'est un peu, mais quand j'innove sur le Q, c'est que j'innove sur les technologies qui permettent à ce qui est extrait de produire de l'électricité. D'accord? Vous comprenez comment ça marche? J'extrais du gaz ou d'un corps, ça c'est le R, et puis je mets le R dans une usine,
et le Q, c'est l'usine. Et donc, l'idée, l'innovation, c'est dans l'usine. Le boom, c'est que ça, tout d'un coup, le R augmente. Hein, j'augmente le R, ça c'est le boom de gaz de schiste, par exemple, le R qui correspond au gaz de schiste augmente, et j'essaie de voir l'effet que ça a sur pas juste sur la pollution à court terme, mais sur l'innovation dans les différents types d'usines qui vont utiliser le charbon, qui vont utiliser le gaz de schiste et qui vont utiliser l'hydraulique, etc. D'accord? C'est ça que je regarde. Alors, il y a un effet de court terme et de long terme. À court terme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand il y a le boom du gaz de schiste, je vais remplacer du charbon par du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'une partie de l'électricité qui avant était produite par une partie de l'électricité qui était produite par du charbon, donc je mets CH pour charbon, CH pour charbon. Alors voilà, j'avais le charbon et j'avais le charbon là. Eh bien, ça va passer à gaz, gaz, mine de Q-gaz, qui est la centrale à gaz, et de l'extraction de gaz, d'accord? Donc je vais passer de là à là. Mais cette extraction-là, elle pollue moins, quoi. D'accord? Donc, en fait, il y a un effet d'abord idiot de substitution qui est que quand je passe du charbon au gaz, par unité d'énergie produite, je pollue moins. Tout le monde comprend, par définition, quoi. D'accord? Ça, c'est le côté, l'effet direct. Mais en économie, toute l'économie, c'est les effets indirects. Si c'était juste pour dire ça, je n'ai pas besoin de faire de l'économie. Le problème de l'économie, c'est que l'économie, c'est ce qui vous permet de comprendre les effets indirects. C'est ça que j'explique dans les programmes d'SES que j'ai refait, les programmes des lycées que j'ai complètement refait. Bon, c'est vraiment de mieux faire comprendre aux élèves les effets indirects. C'est là qu'on comprend l'économie. C'est là que l'économie est utile. Qu'est-ce que c'est l'effet indirect? Si maintenant vous introduisez le gaz de schiste en plus du charbon, c'est vrai qu'il y aura de la substitution. Mais l'autre chose, c'est que vous allez baisser le prix du charbon. Parce qu'il y aura plus d'offres d'énergie. Donc, vous allez rendre l'énergie en général moins chère. Comme vous rendez l'énergie en général moins chère, la demande d'énergie va augmenter. Et ça, c'est un effet d'échelle. Mais celui-là, il va aller vers plus de pollution. Et tout le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est l'effet direct de substitution ou l'effet indirect d'échelle qui domine? Et c'est là qu'il y a de l'économie. D'accord? OK? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est la suivante. Je regarde cette courbe-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe? Ça, c'est la bonne nouvelle, d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette courbe? Alors, cette courbe, c'est la chose suivante. Eh bien, la courbe en pointillé, attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, non, la courbe, je veux dire, pas pointillé, cette courbe-là, c'est l'intensité de CO2 de la production énergétique. Qu'est-ce que c'est que l'intensité? C'est les émissions de CO2 par énergie électrique produite. Eh bien, vous voyez que, en fait, ça se réduit. D'accord? Ça se réduit. Évidemment, ça, c'est l'effet de substitution. Par quantité d'énergie produite, évidemment, comme j'ai introduit le gaz de schiste, je pollue moins. Ça, c'est l'effet de substitution. La courbe en pointillé, qu'est-ce que c'est que la courbe en pointillé? La courbe en pointillé, c'est le niveau total d'émissions. Et vous voyez que le niveau total d'émissions qui augmentait, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que même après 2008, il augmente, mais vous voyez que là, il diminue. Parce que là, cet effet-là, l'effet en pointillé, il incorpore l'effet d'échelle. Il incorpore l'effet de substitution et l'effet d'échelle. Mais vous voyez que lui-même, il baisse. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'à court terme, c'est l'effet de substitution qu'il a emporté sur l'effet d'échelle. C'est vrai que l'introduction du gaz de schiste a baissé le prix de l'énergie en général et donc augmenté la demande pour l'énergie, ce qui allait plutôt vers plus polluer, mais c'est l'effet de substitution du charbon au gaz de schiste qu'il a emporté, et donc l'effet, à moyen terme, a été de baisser la pollution. D'accord? Ça, c'est une bonne nouvelle. Seulement, il y a l'effet à long terme. Eh bien, l'effet à long terme, c'est le suivant. C'est qu'à long terme, et on voit d'ailleurs ici, on a calibré, on a fait un modèle, on l'a calibré, et on a vu que l'émission, évidemment, le boom de gaz de schiste a baissé beaucoup les émissions, l'intensité des émissions. Évidemment, la consommation d'énergie a augmenté, mais quand même, les émissions totales ont baissé, parce que cet effet l'a emporté sur cet effet. Vous voyez? D'accord? C'est sympa, ça. Mais il y avait bien l'effet prix.
il y avait bien l'effet de substitution et l'effet, il y avait bien l'effet dont j'ai parlé d'échelle. D'accord? Mais il est dominé. Alors maintenant, il y a un problème à long terme. À long terme, le problème est le suivant. C'est qu'à long terme, il y a plusieurs d'énergie. Vous voyez, à long terme, j'ai mis ici le charbon, j'ai mis ici le gaz, et je vais mettre en dessous le renouvelable, renouve, mine de Q, et là c'est R renouve, d'accord? Q renouve. Il n'y a pas d'extraction là, là c'est vraiment Q renouve, d'accord? Et là, si vous voulez, le truc est le suivant. Je peux orienter l'innovation vers ou améliorer les centrales à charbon, ou améliorer les centrales à gaz, ou améliorer les technologies du renouvelable. Et là, il y a eu un effet pervers. L'effet pervers, c'est que quand j'ai eu le gaz de schiste, évidemment, ça a créé une demande beaucoup plus grande pour des innovations qui travaillent avec des centrales de gaz de schiste, des centrales à gaz. C'est un effet d'échelle, mais c'est un effet d'échelle sur l'innovation. Donc ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui sont venus d'ailleurs pour travailler sur des centrales. Mais ils sont venus d'où? Peut-être certains de centrales à charbon, mais également malheureusement du renouvelable. C'est-à-dire que l'effet pervers de la révolution du gaz de schiste, c'est de détourner des gens qui travaillaient sur les innovations renouvelables pour qu'elles aillent travailler dans des innovations sur le gaz de schiste. Vous comprenez? Et là, à long terme, c'est plus polluant. Vous voyez le problème? Vous comprenez? Donc, et d'ailleurs, là, on le voit bien. Le diagramme de gauche représente les énergies renouvelables rapportées au total des brevets. Et là, c'est les énergies renouvelables sur les brevets de fossiles. Et vous voyez qu'au début, jusqu'au 2018, le renouvelable augmentait, et depuis, le gaz de schiste, eh bien, en proportion du total des brevets dans l'énergie, le renouvelable a reculé. Ça, c'est l'effet pervers du gaz de schiste. D'accord? Et le problème de cet effet pervers, c'est qu'il peut avoir un effet, c'est qu'évidemment, il fait que les scientifiques, avec le boom, vont davantage vers les fossiles, qui sont là, les gaz, plutôt que d'aller dans le renouvelable. Et à long terme, ça peut conduire vers plus de pollution. Alors, qu'est-ce que vous faites pour faire ça? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le gaz de schiste? Non, vous le gardez, mais vous le complétez. Et vous le complétez par une taxe carbone et peut-être par des subventions directes à l'énergie renouvelable. Et quand vous mettez les deux en plus de la révolution du gaz de schiste, eh bien, vous éliminez l'effet secondaire indésirable dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc, à nouveau, on voit qu'il faut combiner plusieurs instruments. Vous combinez la révolution du gaz de schiste, mais vous mettez avec taxe carbone raisonnable et subvention aux renouvelables. Et là, vous avez quelque chose qui marche. Vous voyez comment vous faites votre transition énergétique? Voilà. Alors maintenant, je vais parler du rôle de la société civile. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait donc avec mes collègues, Alexandra Roulet, Roland Benabou, Ralph Martin. D'accord? Et là, c'est la société civile. Je vous ai dit, jusqu'à maintenant, j'ai dit, bon, ben voilà, c'est l'État qui fait, quoi. Mais si mon analyse s'arrêtait là, eh bien, je dirais, eh bien, le message essentiel, c'est que l'intervention de l'État est indispensable pour rediriger le changement technique vers l'innovation verte et ainsi éviter un désastre environnemental. Pourquoi? Parce qu'en l'absence d'intervention de l'État, les entreprises spontanément ne vont pas vers l'innovation verte et donc elles nous précipitent dans le mur. D'accord? Bon, maintenant, la grande question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisant? Et là, il y a tout un débat très intéressant, et je vais effacer un peu le tableau, comme j'ai un peu de temps là. Voilà, et on va être juste à temps, ça va être très bien. Voilà, je vais effacer. Et le débat qui est très important, c'est sur la notion de responsabilité sociale d'entreprise, RSE. Rôle de la société civile. Et rôle de la responsabilité sociale des entreprises. Alors là, il y a un débat, et c'est un débat très intéressant. Le débat sur la responsabilité sociale des entreprises, le débat, notamment, ça intervient avec les noms suivants. Arthur Pigou,
1920. Ça fait drôle de penser que... Ouais, bref. Et Milton Friedman, « 1970. Et la question, c'était un peu de savoir, est-ce qu'il faut que d'une manière générale, les entreprises aient comme seul objectif la maximisation du profit ou qu'ils aient d'autres objectifs? C'est très intéressant ce débat, parce que moi, je me suis retrouvé dans une situation avec un collègue à moi qui, quand même, est quand même notoirement pas de droite, quoi. Et il était friedmanien, et moi, je ne l'étais pas. Alors, c'est très intéressant. Vous voyez, comme des fois... parce qu'en fait, Milton Friedman, et Pigou, c'est la même idée, c'est de dire, écoutez, c'est très simple, il faut chacun fasse ce qu'il doit faire. Les entreprises, elles sont bonnes pour maximiser le profit, laissez-les maximiser le profit, et puis s'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, mettez-vous des régulations. Donc que l'État mette les réglementations. Donc l'État va imposer des réglementations. Hein, on ne peut pas faire travailler, on ne peut plus comme Émile Zola, comme Germinal, on ne peut plus faire travailler les enfants, etc. On peut plus, c'est un de choses qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, ben, d'accord, donc bien reçu. Les entreprises, elles continueront de maximiser le profit, mais c'est l'État qui va imposer les réglementations, d'accord? Et donc chacun dans son rôle, quoi. Parce que si on demande aux entreprises de faire 10 trucs, elles ne vont rien faire du tout. Donc il y a un argument là-dedans, de bon sens, de dire un objectif c'est facile à faire, 10, on peut en fait rien faire du tout. Donc ça, c'était l'argument qu'ils avaient, d'accord? Et c'est très intéressant parce que c'est un argument qui a été défendu à la fois par ces personnes-là, notamment par Milton Friedman qui était un ultralibéral, et également il est défendu par des gens qui sont très interventionnistes de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils font le même raisonnement. Ils disent, si je donnais de la responsabilité sociale des entreprises, eh bien, ça déresponsabiliserait l'État. Donc, moi aussi, je suis d'accord avec Milton Friedman. C'est génial, non, comme truc, non? Hein? Fallait le trouver. Donc, parce que la RSE, c'est diabolique. Ça déresponsabilise l'État. C'est un piège pour déresponsabiliser l'État. Donc, Friedman, quoi. D'accord? Alors, le problème du raisonnement de Friedman est le suivant. Donc, voilà. D'accord, donc les entreprises doivent poursuivre l'objectif, la maximisation, il incombe à l'État de remédier aux différentes sources, externalités, asymétrie d'information, coûts de transaction. Il y a cependant des limites à ce que l'État peut accomplir. Et là, il y a un article très intéressant de Benabou et Tirole, qui est un article sans maths, juste de réflexion, et ils disent il y a deux arguments au moins qui font que l'argument Friedman tombe. Le premier, c'est que d'abord les gouvernants, ils sont souvent exposés au lobbying, et j'en ai parlé du lobbying la dernière fois. Hein, donc, Veolia, là, tout ça. Hein, donc, on est sujet au lobbying. Donc là, on ne peut pas faire confiance entièrement à l'État. L'État, il a ses propres dysfonctionnements, dont le lobbying. Et puis, deuxièmement, il y a le réchauffement climatique qui est un problème mondial. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai comme prise sur le gouvernement d'un autre pays qui pollue et qui a des externalités sur moi? Peut-être qu'il considère que le prix de la vie n'est pas le même que moi. Qu'est-ce que j'ai comme prise? Vous voyez, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que moi, gouvernement de la France, je peux faire pour obliger un autre pays à se conduire comme il faut? Donc l'idée est de dire, il y a le rôle de la société civile. Pourquoi ne pas s'appuyer également sur la société civile, en particulier sur les consommateurs, qui intègrent de plus en plus des considérations sociales et environnementales dans le choix de produits? Et bien voilà, c'est un truc. Il y a d'autres aussi leviers, il y a les actionnaires. Les actionnaires interviennent. Par exemple, j'ai mes collègues Oliver Hart et Luigi Zingales, Hart prix Nobel 2016, qui ont écrit beaucoup sur ça. Et dire, voilà, en gros, l'important, c'est que les actionnaires votent, et ils vont voter sur un plan, et ils ne disent pas juste maximisation du profit, pas maximisation du profit, ils vont voter sur quelque chose qui leur paraît convenable, qui respecte un certain nombre de normes, de principes, etc. Et donc, ils vont voter. Et donc, il faut intervenir, eux, beaucoup les actionnaires et le vote des actionnaires. Mais il y a les consommateurs, d'accord? Et donc, nous, dans l'article avec Benabou et mes co-auteurs, on regarde les consommateurs. Donc, on regarde le rôle des préférences sociales des consommateurs et leur interaction avec la concurrence sur le marché des produits. Donc, déjà, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que les préoccupations environnementales des Américains ont tendance à baisser, mais vous voyez qu'elles remontent maintenant. C'est intéressant. Et les préoccupations de croissance
tendent à baisser un peu. C'est intéressant qu'en tout cas dans la dernière période, les Américains semblent se soucier à nouveau de l'environnement. Bon, ça, c'est intéressant. Donc elles évoluent, les préférences, évidemment, hein, et elles changent d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est... Mais l'idée, c'est la suivante, c'est de dire, voilà, il y a d'abord la préférence des consommateurs. C'est évident que les consommateurs, eh bien, de plus en plus, ils vont pousser pour la consommation de certains biens. Et de faire de la publicité en disant ce bien est environnemental, ça le fera vendre. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle. Et vous voyez, ce n'est pas le même mécanisme que la taxe carbone ou que la subvention directe à l'innovation verte. On passe par les préférences des consommateurs. Alors, les préférences des consommateurs, c'est beaucoup l'éducation. C'est l'éducation qui fait ça beaucoup, hein, et de différentes choses. Mais c'est notamment l'éducation, d'accord? Alors maintenant, il y a une autre force qui joue pour vous, c'est la concurrence. Alors, la concurrence, c'est la chose suivante, c'est de dire, est-ce que la concurrence, elle est bonne ou pas? Eh bien, la concurrence, à nouveau, vous voyez, on fait de l'économie, à nouveau, la concurrence, elle a deux types d'effets sur... la concurrence, elle a deux types d'effets sur est-ce que l'innovation est verte ou pas. D'un côté, la concurrence, elle baisse les prix. Donc, elle augmente la taille des marchés. Donc, on tend à produire plus. Produire plus, en général, ça pollue plus. Donc, il y a un effet, ce que je dirais, il y a l'effet que j'appelle qui est l'effet, si vous voulez, chinois, quoi. C'est l'effet d'échelle, quoi. D'accord? Donc ça, j'ai tendance à consommer davantage parce que, voilà. Donc ça, c'est la concurrence fait baisser les prix, donc plus de demande, donc plus de production, donc plus de pollution. Ça, c'est le mauvais côté de la concurrence. Mais d'un autre côté, dans un pays où les consommateurs se soucient de l'environnement, alors la concurrence va pousser vers l'innovation verte. Parce que moi, pour échapper, j'ai la concurrence de Jean-Pierre, et moi, pour échapper à la concurrence de Jean-Pierre, je vais dire, mais moi, je vais innover. Mais je vais innover dans le vert, parce que mes consommateurs, je vais les attirer vers moi. Si j'étais dans un pays où les consommateurs se moquent de la concurrence, se moquent de l'innovation verte et de la pollution, j'échapperai à la concurrence en innovant plus, mais pas plus nécessairement dans le vert. Là, je vais innover vers là où les consommateurs veulent. Et donc, je vais innover dans ce que veulent les consommateurs pour prendre des consommateurs à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, il va réagir pareil. Et du coup, au total, on va innover davantage dans le vert. Vous voyez, la concurrence, dans un monde où les consommateurs valorisent les technologies vertes et la qualité de l'air, eh bien, la concurrence va pousser vers l'innovation verte. Donc c'est une force formidable, d'accord? Et donc réduire les émissions. Vous voyez, donc il y a les deux côtés. La concurrence, il y a l'effet chinois que la concurrence, ça fait baisser les prix, donc ça augmente la production et ça tend à polluer plus. Mais d'un autre côté, dans un pays où vous avez surtout des valeurs vertes, la concurrence tend à vous faire innover davantage dans le vert. Voilà. Alors, on a regardé comment on peut tester ces idées. D'abord, sur les social values, il y a des surveys. Voyez, donc, il y a le International Social Value Survey. Par exemple, combien voulez-vous être prêt à payer plus d'impôts pour protéger l'environnement? Et donc, on regarde les questions dans différents pays, différentes années, à ces questions-là. Et ça détermine un peu les valeurs. Donc, il y a le World Value Survey, ou ce qui tient lieu de World Value Survey, et ça vous donne des idées de la motivation des consommateurs pour le vert. Alors là, on regarde, on a 30 pays qui incluent les États-Unis, les pays européens, le Japon, la Corée, etc. Deux périodes, 98-2002 et 2008-2012, d'accord? Et là, on voit les changements j'avais montré tout à l'heure pour les États-Unis, dans les changements attitudes plus pro-environnementales. Alors, vous voyez tous les pays qui sont là, et ça change, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Et puis, alors après, je dis, moi, je suis une entreprise, et je suis exposé aux valeurs. Ben, ça sera comme j'avais dit tout à l'heure pour la taxe carbone. Jacqueline, elle produit 1/3 pour l'Allemagne, 2/3 pour les États-Unis. Elle va regarder les valeurs pour l'environnement des consommateurs allemands, ça comptera pour 1/3. Et puis, ce que veulent les Américains, ça comptera pour 2/3. Et donc, on construit pour chaque firme individuelle un indice de à quel point les valeurs des consommateurs comptent pour cette entreprise, en faisant la moyenne pondérée des différents pays, pondérée par les parts de marché de cette entreprise individuelle dans les pays. D'accord ? On a des indicateurs de concurrence, par exemple, un indice inverse de concurrence, c'est l'indice de régulation des marchés qui est de l'OCDE, ou bien l'ouverture au commerce, c'est une autre mesure de concurrence, où il y a d'autres mesures au niveau de la firme de concurrence, bon là pareil. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, je vais innover, la propension à innover clean,
c'est-à-dire le clean moins dirty, si vous voulez, en fonction des valeurs, de la concurrence et de l'interaction entre valeurs et concurrence. Et voilà ce que j'obtiens. C'est que d'abord, les valeurs, c'est positif. Quand je suis dans un pays avec les valeurs, si je suis, moi, entreprise, davantage soumis, je veux dire, à des valeurs propres, à des valeurs propres, valeurs propres, c'est une autre signification mathématique, si je suis davantage soumis à des préférences pour technologies vertes, eh bien, pour l'environnement, je vais tendre à innover davantage vert. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première ligne. Mais la deuxième ligne, c'est que la concurrence renforce cet effet. Quand la concurrence renforce l'effet qu'a le fait d'être exposé à des pays où les consommateurs veulent se soucier de l'environnement sur l'innovation. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que la concurrence avec les valeurs, eh bien, c'est un truc énorme parce que, en fait, alors par exemple, on peut dire, voilà, je peux faire des compteurs factuels, j'ai les deux périodes 98, 2002, 2002, 2012. Si la seule chose qui s'était produite entre ces deux périodes était le changement dans les attitudes sociales, la part des clean innovation aurait augmenté de 5,7. L'augmentation de la concurrence en plus fait passer de 5,7 à 7,4. Vous voyez, l'effet combiné, ça renforce l'effet des valeurs, voilà, d'accord ? Et le truc intéressant, c'est supposons à présent que se produisent aujourd'hui des augmentations à la fois des valeurs sociales et de la concurrence équivalentes à ce qui s'est passé entre les deux périodes que j'ai considérées, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? L'effet combiné est équivalent à celle d'une augmentation de 40% du prix mondial des énergies fossiles. Vous avez rappelé tout à l'heure, Jean-Pierre rappelle que j'avais considéré, le dit, c'était tellement fort le prix du carbone. Eh bien, si je disais simplement, je vais appliquer aujourd'hui la même hausse des valeurs environnementales et de la concurrence qu'il y a eu entre mes deux périodes, c'est l'équivalent de l'effet d'une augmentation de 40% du prix des énergies fossiles. Seulement, ça fait pas mal. Les gens ne descendent pas dans la rue pour ça. Vous voyez l'avantage ? Vous voyez ? Donc, c'est formidable. Et c'est la société civile. Je joue sur la société civile, c'est-à-dire sur les préférences des consommateurs. C'est les consommateurs qui poussent les firmes à innover dans le vert. D'accord ? Donc, au total, eh bien, il y a c'est évident que la taxe carbone, c'est important, le prix du carbone, mais la subvention à l'innovation verte, la politique industrielle, mais DARPA Énergie, mettre la possibilité d'ouvrir des sources intermédiaires d'énergie et la concurrence et la combinaison entre éducation qui donne les valeurs et la concurrence, tout ça, c'est des instruments complémentaires du prix du carbone. Et vous voyez, quand on approche la politique environnementale, eh bien, il faut avoir une politique combinée, c'est-à-dire le prix du carbone, c'est important, mais il y a la politique industrielle, les énergies intermédiaires, la concurrence et l'éducation. Et tout ça contribue à une politique verte. Vous voyez, pas juste un truc. Qu'est-ce qui s'est passé avec la taxe carbone et les gilets jaunes ? En fait, il s'est passé que c'était fait pour des mauvaises raisons. En fait, il y avait besoin d'argent dans les caisses, et on s'est dit, Hulot a démissionné, eh bien, on va faire d'une pierre deux coups, on va mettre une taxe carbone qui va rapporter 5 milliards à l'État, et puis en même temps, on apparaît comme pro-environnementaux. Mais les gens ont fait le remarque, ils ont dit oui, mais il y a d'autres impôts que vous avez supprimés, qui ont aussi coûté l'équivalent. Et du coup, ça a créé un énorme problème d'économie politique. Et puis surtout, on n'a pas pris en compte l'effet que c'était un effet hétérogène, c'est-à-dire que ça touchait particulièrement. Il y a eu, par exemple, je ne veux pas rester trop longtemps là, mais c'est la dernière partie que je voulais regarder du cours. Attendez une seconde, je vais regarder maintenant la dernière partie du cours. Je veux dire juste quelques mots sur ce qui s'est passé en France, à partir d'une note CAE qui avait été très bien faite par des collaborateurs, je ne suis pas du tout dans le coup, donc l'économie politique de la taxe carbone. Et je vais vous en parler très, très rapidement, mais en fait, si vous voulez, donc l'idée de la taxe carbone, c'est toujours de taxer l'utilisation d'énergie productrice afin d'internaliser l'externalité par les ménages, mais bon, ça, on sait que c'est un principe du pollueur-payeur, d'accord ? Donc, je veux simplement je veux simplement dire, voilà, il y a eu donc cette étude de Bureau Henriet et Schubert, et étudier les effets de la taxe carbone sur les ménages en fonction de leur niveau de vie et de la nature de leurs équipements. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que voilà ce qu'ils ont montré, des choses intéressantes. D'abord, ils ont regardé entre ménages de revenus différents. Donc là, vous avez différents niveaux de vie,
Et vous avez regardé les taux d'effort des ménages associés à la réforme qui était proposée avant les Gilets jaunes. Et vous voyez que ça touchait beaucoup plus, évidemment, les couches inférieures. Et vous pouvez voir la partie qui était le rattrapage diesel, qui était plus dramatique pour les couches inférieures que pour les couches supérieures, qui utilisent moins des voitures diesel, évidemment. Hein. Les transports sans rattrapage, hein, d'accord, le logement. Donc voilà. Et vous voyez, et le logement aussi, évidemment, touchait beaucoup plus les ménages modestes. Vous voyez. Donc le taux d'effort, hein, en pourcentage du revenu, évidemment. Hein. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, c'était d'abord très. Donc, le profil régressif des taxes en fonction du revenu. Les ménages les plus modestes contribuent en moyenne davantage que les plus riches en part de leurs revenus disponibles. Donc, ça, c'était déjà la première chose qui n'avait pas été prise en compte à Bercy. Hein, d'accord. Ensuite, on peut voir une hétérogénéité horizontale. Elle provient de la différence de localisation des ménages vers zone rurale versus ville et des types d'équipements. On décompose l'effort moyen au sein de chaque décile, et plus de 10% des ménages du premier décile ne devaient pas être impactés, puisqu'ils ne consomment pratiquement pas de carburant, n'utilisent ni gaz ni fioul, mais pour 10% d'entre eux, les pertes excessives excèdent 220 € par an. De même, parmi le dernier décile de niveau de vie, certains ménages ne devraient que très peu impacter, mais près de 10% devraient perdre au moins 500 €, mais seulement par rapport à leur revenu total, ça représentait très peu. C'est-à-dire que quand même, au fond, on voit que ça a été quand même beaucoup les ménages inférieurs, évidemment par ceux surtout qui devaient prendre leur voiture et de prendre leur diesel, etc. Et ils ont été fortement impactés, quoi. Et donc, évidemment, ça a été un peu tout le problème de l'économie politique de la taxe carbone. C'est-à-dire que l'idée est bonne, mais il y avait doublement, ce qui n'avait pas été fait, c'est que, un, l'aspect redistributif n'avait pas du tout été pris en compte. Deux, l'argent, on n'avait pas dit que l'argent allait être redistribué. On a dit l'argent, et en fait, l'État était prêt à l'utiliser pour lui-même, quoi. Et donc ça a mis le feu aux poudres, quoi. Donc, voilà. Donc c'est très important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important d'avoir un prix du carbone qui évolue en fonction du prix du pétrole, d'ailleurs. Ah oui, et l'autre chose qui avait été très mauvaise, c'est qu'on avait imposé cette taxe carbone à un moment où le prix du pétrole augmentait, alors qu'au contraire, dans cette période, il fallait réduire. Et donc, c'est une triple erreur qui a été faite à ce moment. C'est donc de me dire que l'économie politique, c'est très important. Quand vous faites une réforme, vous devez toujours vous mettre à la place des gens qui subissent la réforme. C'est vrai aussi pour la réforme des retraites. Personne n'avait regardé ce que perdaient les enseignants. Personne ne s'est mis à la place des enseignants. Ils étaient à petite prime, ils prenaient en pleine figure la réforme des retraites. Donc ça, le travail n'avait pas été fait. Et je crois que c'est très important. La réforme est une chose très bien, mais c'est très important de se mettre à la place des gens et de regarder comment ils vivent la réforme, comment ils subissent la réforme, les effets redistributifs de la réforme, comment je peux compenser, Je crois que c'est très. Il y a tout ce qu'on appelle une ingénierie de la réforme, et une explication de la réforme. Les Suédois, ils ont mis 10 ans à faire le passage au système à points. Chaque réforme, ils ont mis beaucoup de temps parce qu'il faut d'abord expliquer et il faut s'assurer que c'est absorbé par la population, que c'est acceptable. Et je crois que donc il y a toute une économie politique de la réforme. Enfin, ça nous amène dans un domaine encore très différent. Mais la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que la taxe carbone, c'est important, il faut la faire intelligemment. Mais en même temps, il y a la politique industrielle énergétique, il y a la concurrence, il y a l'éducation, il y a les sources intermédiaires. Et donc, on a une panoplie pour pouvoir avoir une vraie politique environnementale. Je m'arrête là. Merci beaucoup.